La question pour aujourd'hui, c'est le ministre congolais de la Justice qui a annoncé les semaines passées vouloir exécuter la peine de mort contre le Kuluna, c'est-à-dire les jeunes qui sèment insécurité à Kinshasa. Comment appréciez-vous cette décision et selon vous, que faire pour mettre fin à ces phénomènes au pays? Est-ce que l'UDPS soutient cette démarche? Pour des réponses et analyses de vos commentaires, nous serons avec Yannick Mukendi, premier vice-président de la Ligue des jeunes et fondateur de la génération Félix Tshisekedi ASBL. Il s'agit de Yannick Mukendi, d'ailleurs, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Yannick Mukendi. Bonjour très cher Fiston Mouindo et bonjour à tous les auditeurs fidèles et conditionnels de la radio communautaire Talina. Je rappelle bien sûr que vous êtes avec nous pour des analyses de l'actualité et bien sûr par rapport à la question pour vous les auditeurs, vous aurez des réponses et aussi des commentaires, également des analyses par rapport aux commentaires des auditeurs. Et le rendez-vous pour la question aux auditeurs, c'est à partir de 7h. Mais à ce moment, nous reviendrons après avoir parlé de l'actualité surtout à Kinshasa parce que ce qui est à la une au niveau de Kinshasa, c'est lié toujours au Kuluna. Donc, on va commencer d'abord par l'actualité. Comme je l'avais annoncé, drame à Kinshasa, donc à Lemba, c'est la peine de mort qui a été prononcée contre le Kuluna Issa Bokalongo alias Jefté. Ici, qu'est-ce qu'il a fait? Siégeant en procédure de flagrance, la justice militaire vient de condamner, bien sûr, hier mardi 14 janvier 2025 à la peine de mort, le présumé Kuluna répondant au nom de Issa Bokalongo alias Jefté qui avait amputé la main droite d'un jeune homme à coups de machette dans la commune de Lemba. De ce fait, le tribunal de garnison militaire de Kinshasa Matete décide de la peine la plus grave qui est la mort avec une amende de 200 000 $ américains. Le condamné est appelé à faire appel à la condamnation à la cour d'appel pour un délai de 5 jours. Il a également une peine de 20 ans de prison ferme. En présence du ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, le prévenu sera immédiatement transféré dans une prison hautement sécurisée à l'extérieur de la capitale Kinshasa où la peine de mort sera immédiatement exécutée. Pour mettre fin à ces fléaux, le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, a mis en place l'opération Ndobo afin de traquer tous les Kuluna qui sèment la terreur à travers la ville de Kinshasa. Plus de 3 vagues ont été déjà transférées dans les prisons réputées dangereuses pour l'exécution de la peine de mort sur recommandation du ministre de la Justice. Toujours à Kinshasa, au niveau de Lemba, c'est bien sûr la police qui arrête des Kuluna qui ont défié l'opération Ndobo en découpant le bras d'une victime. Ils ont défié l'opération Ndobo le 12 janvier dernier alors que l'attention de la population était tournée vers le derby Barça-Real Madrid dans le cadre de la Super Coupe d'Espagne. 48 heures après, ils ont été cueillis par la police qui était à leur trousse pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice avant de subir la rigueur de la loi. Il s'agit d'un groupe de bandits urbains communément appelés Kuluna, auteurs de ces actes inhumains et criminels. Ils seront jugés à flagrance, à en croire le ministre bien sûr d'État et ministre de la Justice, maître Constant Mutamba. Ces criminels avaient coupé la main gauche de Gianni Matali à Lemba Terminus après avoir arraché les sacs à main de sa fiancée. Dans la même soirée, ces malfrats ont encore coupé le bras d'un jeune à la jambe d'une autre victime sur l'avenue Mongakula. Alors Monga Fula, toujours dans la commune de Lemba, ils seront condamnés à la peine de mort et seront immédiatement transférés à la prison
d'Angenga pour exécution de la peine, a promis le ministre de la Justice. Il faut noter qu'à Lemba Terminus, direction Pont Jekoko, des actes de banditisme sont commis en plein jour, déplorent les habitants de ce coin de la capitale, mais des gangs en provenance de la commune de Ngaba y opèrent. Voilà, nous sommes en direct avec Yannick Mukendi, qui est le premier vice-président de la Ligue des jeunes et aussi fondateur de la génération Félix Tshisekedi ASBL. Il s'agit de Yannick Mukendi. Alors, nous sommes avec vous. Nous rappelons aux auditeurs que vous avez séjourné, bien sûr, à Kinshasa pour un bon moment. Parlez-nous comment le phénomène Kuluna se manifeste à Kinshasa, monsieur Yannick Mukuna. Plutôt Yannick Mukendi. En tout cas, sincère merci pour cette question nous posée, très cher journaliste. C'est vraiment que nous avons passé plus de 4 ans dans la ville-province de Kinshasa. Et je vais vous dire que le phénomène Kuluna, c'est vraiment un véritable fléau. Ce qui vous parle du banditisme urbain que nous vivons à Goma actuellement. Comparativement à ce qui se passe à Kinshasa, je vais vous dire que Kinshasa est devenu presque un mouroir à cause de ce phénomène-là de Kuluna. Vous savez, les Kuluna à Kinshasa, avec leur mode opératoire, ce sont des gens qui infligent la mort chaque jour qui passe aux paisibles citoyens congolais résidant précisément dans cette ville province de Kinshasa. Je vais vous rappeler qu'il n'y a pas presque 2 mois passés où votre conseiller journaliste de la RTNC qui venait de terminer la présentation de son journal de 23 heures, mais de retour vers Limité, sur son chemin, il a croisé les Kuluna. Voilà comment il a perdu sa vie. Alors, c'est pour vous dire que le phénomène Kuluna, c'est vraiment une casse-tête pour notre régime. C'est vraiment une casse-tête pour toute la population quinoise. Et ça demande à ce qu'il y ait quand même de véritables réformes pour mettre terme à cette situation-là. Voilà tout ce que nous pouvons vous dire d'abord dans un premier temps. Mais nous devons aussi rappeler ici que le phénomène Kuluna que vous voyez au niveau de Kinshasa, en tout cas, c'est une situation qui semble déjà dépasser même ses limites. Parce que toutes les 24 communes qui composent la ville-province de Kinshasa, dans chaque carrefour, c'est comme le cas que vous venez de donner du côté de Ngaba. Je vous assure que de ce côté-là, si vous prenez la route vers la campus universitaire, je vous assure que c'est tellement grave. C'est un phénomène qui mérite vraiment de vraies opérations. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous sommes en train de féliciter l'opération Robo qui semble déjà donner des résultats escomptés en termes des personnes qu'ils ont cueillies sur leur chemin. Mais ça doit demander au-delà de ça qu'il y ait quand même d'autres réformes structurelles possibles d'aider à ce que ce phénomène pour nous puisse quand même se terminer et chercher même ce criminel-là vers leur dernière demeure. Voilà. Alors, si on pouvait croire l'information donnée par le média en ligne, c'est que on comprend bien que le système ou les phénomènes les Kuluna ne sont pas seulement des voleurs, mais ils peuvent même arracher la vie à quelqu'un. Oui, les Kuluna, ce sont des tueurs. Parce que les simples voleurs à Kinshasa, souvent on les appelle les Chegues. Et les Chegues sont partout. C'est comme ceux qui fréquentent les marchés Zando actuellement construits. À ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle les Chegues. Ils sont là, tu peux rêver comme ça se passe dans toutes les grandes villes. Tu es peut-être un peu près, ils te piquent dans les sacs à main, les téléphones, les consorts. Mais ce qu'on appelle Kuluna, ils ont les mêmes pratiques que ces Chegues, mais extrapolent même en tirant. C'est-à-dire, lorsque vous rencontrez, que ce soit la nuit tard, tu te demandes du téléphone, tu peux donner ou pas. Et si tu fais juste une petite résistance, je t'informe que c'est presque ta tête qui est en train d'exploser. Alors, c'est seulement ça, je vais vous dire. Il y a même des informations que nous avons et des choses que nous avons vécues sur place.
Des délégations qui quittent les rangs présents que les États-Unis et qui veulent séjourner parfois à Kinshasa. Mais souvent, ils sont ce sont des gens qui semblent s'informer. C'est-à-dire, dans un quartier qui est là, les gens savent que non, ça c'est un nouveau. Quelque temps tu vas te déplacer, tu vas voir sur ton chemin quelques 5, 6 personnes, parfois même cagoulées. En tout cas, ils ont multiplié plusieurs facettes de leur façon d'opération. Voilà et ici, on dit qu'ils opèrent même à pleine journée. Oui, parfaitement, en pleine journée. C'est ce qu'on était en train de rappeler. D'ailleurs, je me rappelle dans une des émissions qu'on a eu à organiser avec vous. Vous savez, à Kinshasa, on ne peut pas dire que l'État est démissionnaire, mais les gens doivent comprendre que l'État est partout au travers de ses citoyens. C'est pour dire que l'État n'est pas omniprésent, mais au travers de ses citoyens, l'État est partout. Mais ce que nous sommes en train de vivre ici, il y a de ces citoyens-là qui sont complices de toutes ces histoires, parce qu'il y a des quartiers, il y a des avenues, là où vous pouvez passer en pleine journée et vous voyez les colonnes en train d'opérer et des paisibles populations qui passent et ne disent rien. Voilà tout ce que nous appelons parfois comme complicité en termes de la population qui est en train de vivre passivement aussi ces événements ou ces phénomènes colonna qui s'appliquent. Voilà, merci à vous Yannick d'être avec nous pour cette première partie. Nous reviendrons avec vous pour plus des commentaires, mais il faudra bien sûr les dire qu'il y a un Kuluna qui a attaqué un jeune et lui a arraché sa main. Il a été condamné à la peine de mort. Et ce Kuluna s'appelle Issa Bokalango alias Jefté. Donc on a commencé par là. Et il y a aussi d'autres Kuluna qui ont été attrapés, qui voulaient défier l'opération Ndobo. On reviendra sur vos questions, vos commentaires. Restez avec nous et les rendez-vous est pris sur notre page RTCT Goma. Tout d'abord, cette partie dédiée au communiqué publicité. Taïna la matinale avec Fiston Moindo. Taïna la matinale, Fiston Moindo. Et voilà, il est 7h02 ici dans les studios de la RTCT, émettant à partir, bien sûr, du Mogoma. Nous parlons de Bukavu avec 10 ans de prison requis contre 3 Chinois pour exploitation illégale des minerais. C'est bien sûr au cours de l'audience de ce mardi 14 janvier devant les tribunaux de grande instance de Bukavu. Le ministère public a requis 10 ans de servitude pénale, 500 000 $ américains d'amende et d'expulsion définitive de la République démocratique du Congo contre le 3 Chinois accusés d'exploitation illégale des minerais au Sud Kivu. Les procureurs généraux aussi requis la saisie de 400 000 $ américains et des 10 lingots d'or trouvés sur ces ressortissants chinois. Et également, toujours par rapport à l'actualité concernant les combats entre les FARDC et les 23, on parle d'une situation confuse dans la localité d'Ngungu. On en parle ici, tel que nous révélé par les médias en ligne mediacongo.net. C'est la situation qui demeure confuse. Hier, mardi 14 janvier, dans l'agglomération d'Ngungu, groupement Ufamandu, premier territoire de Masisi au nord Kivu. Dans la matinée, de violents combats ont opposé l'armée congolaise à la coalition M23/AFC. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues jusqu'aux alentours de 11h heure locale, affirment des sources contactées dans la zone par Radio Kapi, alors que l'armée congolaise et les Wazalendo contrôlaient la cité d'Ngungu. Depuis une semaine, les rebelles du M23 venus en renfort les ont attaqués autour de 4h du matin. Certaines sources affirment que cette agglomération située à 15 km de Rubaya serait partagée depuis 8h heure locale
l'armée congolaise contrôlerait une partie alors que l'autre serait réoccupée par les rebelles. La situation provoque une grande panique parmi les habitants, contraints de fuir de nouveau après un bref retour dans leur domicile. Alors, nous sommes toujours avec notre invité en ligne, lui c'est Yannick Mukendi. Yannick Mukendi, l'actualité nous fait croire, alors nous parle d'une peine de 10 ans de prison requis contre 3 Chinois pour exploitation illégale des minerais à Bukavu. C'est là fait objet de l'actualité depuis un certain temps qu'au cours de l'audience d'hier, mardi 14 janvier, devant le tribunal de grande instance de Bukavu, le ministère public a requis 10 ans de servitude pénale et 500 000 $ américains d'amende et d'exclusion définitive de la République démocratique du Congo contre les 3 Chinois accusés d'exploitation illégale des minerais au Sud Kivu. Et le procureur général aussi a requis la saisie de 400 000 $ et des 10 lingots d'or trouvés sur ces ressortissants chinois. Comment commentez-vous ce point d'actualité? En tout cas, très cher Fiston Muhindo, nous devons d'abord féliciter les prouesses du gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poussi, que les gens appellent communément Magufuli. Vous savez, ce sont ces services qui ont eu à identifier ces gens, parce que les auditeurs doivent d'abord comprendre que depuis un temps, il y a une soixantaine de milliers exploités de manière illégale par, que ce soit les Chinois et tant d'autres personnes étrangères qui se trouvent dans la province du Sud Kivu. Aujourd'hui, le fait qu'ils ont été identifiés, ces Chinois-là, les arrêter et être condamnés, en tout cas là, nous devons premièrement féliciter. Parce que depuis des décennies, nos sites miniers étaient exploités de manière illégale par des personnes qui pouvaient venir de n'importe quel pays et s'arroger le pouvoir d'exploiter au détriment de nos populations et au développement de ces contrées-là qui étaient à placer ce minerai. Alors aujourd'hui, pour nous, nous félicitons d'abord que ce soit les autorités judiciaires, que ce soit le gouverneur du Sud Kivu et toute son équipe. En tout cas, nous les félicitons et nous les demandons de continuer sur ce même pas parce que ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État d'identifier tout ce qu'il y a comme ressources de notre pays pour que ça profite à nos populations et à nos peuples congolais. Voilà, en tout cas, ça nous félicitons. Oui, merci, M. Yannick Mukendi, mais il faudra bien sûr le rappeler que ça semble se manifester sur tous les territoires du pays. Je me rappelle bien qu'il y a un député de l'Ituri qui a dénoncé ce genre de pratiques. Est-ce que c'est pas aussi la faiblesse de nos différents services qui devraient être au courant de l'entrée de ce genre de personnes et aussi contrôler les activités de ces personnes? Parce que quelqu'un qui entre en République démocratique du Congo, il est autorisé, il traverse à partir de nos barrières, il a des documents, c'est la DGM qui octroie les documents, mais aussi ces mêmes services et d'autres services doivent être au courant des activités que la personne étrangère fait en République démocratique du Congo. Voilà, c'est tout ce que nous étions en train d'appeler complicité à tous les niveaux. Parce que vous savez, Paris ne s'est pas construit en une seule journée. Et vous devez comprendre que nous sommes sur cette voie-là d'aider notre pays à retrouver quand même sa fierté. Il y a cette collaboration-là et nous ne cessons jamais de le dire. Que ce soit nos services de sécurité, des jeunes et consorts, il y a ceux qui collaborent avec ces gens. Parce que vous êtes d'accord avec moi, tel que vous venez de le dire. Ce monsieur-là chinois, pour qu'il arrive au site Kivu, il est entré par quelque part. Il avait des documents, il a donné ses orientations. Mais c'est là profiter aux politiciens des anciens systèmes. Et aujourd'hui, il y a ceux qui sont avec nous, mais qui continuent avec ces métiers. Mais toutefois, ce que la population doit retenir est que nous sommes sur la voie de reconstruire une nation, de reconstruire un pays stable. Voilà que c'est pour cette raison que nous sommes quand même en train de dénicher certains. Et ils ne seraient pas les premiers. Ce que vous venez d'apprendre du côté des Aru, Tourba et consorts, ça continue même au niveau du Kasaï. Mais jusque il y a là, ceux qui vous disent qu'il y a de ces gens-là qui exploitent même les diamants. On ne sait pas d'où ils sont venus, que ce soit au Katanga. Ça continue presque d'être la même chose, mais
Oui, mais après des dénonciations, que la situation sera résolue. Voilà. Oui, Yannick, mais après des dénonciations de cet exemple-là donné par un député, on voit que les choses n'avancent pas. On ne voit pas un contrôle systématique envers ces ressortissants étrangers. Bon, vous savez, pour d'abord avoir accès en termes de concessions minières, il y a quand même toute une procédure à suivre. Et vous devez comprendre que ce soit les cadastres miniers, que ce soit les ministères même des mines, il y a quand même des conventions et des équipes qui descendent à tout moment sur le terrain pour chercher à identifier tous ces éléments-là qui ne sont pas en ordre avec nos lois pour les mettre hors état de nuire. Allez-y d'abord comprendre que dans le gouvernement de Warrior que dirigeait le Premier ministre Samba Lukonde, rappelez-vous que la ministre Samba avait effectué une mission ensemble avec toute son équipe, que ce soit dans les sites Kivu et dans tous les pays en général. Et ils ont eu à identifier et ils ont donné même des recommandations, mais je veux vous dire que ça s'applique petit à petit et nous sommes sûrs que dans peu de temps, nous aurons quand même toute une lumière. Ce qu'a fait la population, ce qu'a fait le député, bon, ils dénoncent, mais ils sont quand même autorités budgétaires, ils sont là pour nous ériger des lois, qui nous érigent quand même des lois qui peuvent contraindre tous ces gens-là à ne pas se retrouver dans des sites miniers comme ça, comme... des pions libres, voilà. Mais Yannick, vous dites qu'il y a la complicité de certains Congolais ou de certains politiciens. Pourquoi ne pas faire des enquêtes pour dénicher les ressources de ces personnes-là, de ces soi-disant politiciens qui sont, par exemple, aujourd'hui au gouvernement, parce qu'il y a toujours des voix qui dénoncent le fait que des politiciens s'enrichissent trop vite et on ne sait pas d'où est venue leur richesse. Pourquoi ne pas commencer par là? Parce que ce sont eux qui encadrent et qui protègent ces étrangers. Vous savez, je vais vous rappeler que le premier quinquennat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, je me rappelle dans une des conseils des ministres, le président avait instruit à tous les acteurs politiques qui pouvaient détenir des carrés miniers dans tout le territoire, disons sur toute l'étendue du territoire national, de présenter chacun qui le détient de manière légale ce document. Et rappelez-vous, c'est parmi même les problèmes qui a causé à un certain moment les problèmes avec M. Jean-Marc Kabund, lui qui pouvait avoir ses représentants chinois au niveau du Katanga. Alors je vais vous dire que c'est un travail qui est déjà fait en amont. Et il y a des équipes qui y travaillent encore et nous sommes sûrs que d'ici peu de temps, comme ça s'est fait, c'est déjà, vous prouvez que notre gouvernement ne collabore pas avec ces gens. Parce que le fait de condamner déjà ceux qui sont à Bukavu, les 3 Chinois, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui opèrent encore de manière un peu cachée, parce qu'il y a tant de sites miniers qui ne sont pas contrôlés, que ce soit par les cadastres miniers, que ce soit par, disons même ce qu'on a appelé ici Sakina, mais il y a tant d'autres qu'on a découverts et qui continuent à être exploités sans que l'État n'ait une connaissance parfaite par rapport à la découverte de tout ce que je peux vous dire comme site minier sur notre étendue nationale. Parce que les gens doivent comprendre que le Congo, en tout cas, c'est un pays tellement riche. Du jour le jour, on est en train de découvrir qu'il y a des sites miniers qui n'existaient pas, mais qui sont en train de s'augmenter. Et c'est toujours procédural. Voilà, merci beaucoup. La question pour vous, les auditeurs, de ce mercredi 15 janvier 2024. C'est le ministre congolais de la Justice qui a annoncé la semaine passée vouloir exécuter la peine de mort contre le Kuluna, c'est-à-dire des jeunes qui sèment l'insécurité à Kinshasa. Comment appréciez-vous cette décision et selon vous, que faire pour mettre fin à ces phénomènes au pays? Est-ce que l'UDPS soutient cette démarche? Nous sommes avec Yannick Mukeni qui va nous éclaircir, mais commençons par quelques commentaires. Il y a John Piki qui a dit ceci, si la solution est la peine de mort, alors, vas-y, qu'est-ce qu'on attend encore? Les sangs appellent les sangs. Ces gens-là tuent, violent, pillent. Ils le méritent, à moins qu'ils ne deviennent serviteurs de Dieu. Il y a Liévin Baloum qui dit que c'est une très bonne chose car ces Kuluna ont exagéré en tout, ces croyants
au-dessus de la loi. Cela réduira l'impunité, car si cette condamnation n'est pas appliquée, ce sera toujours considéré comme du théâtre. Il y a Festo Mahamba qui dit ceci, c'est une bonne initiative, ça va aider d'éliminer les Kuluna dans nos villes. Il y a Ricardo Viceng qui dit ceci, les Kuluna sont parmi ceux qui insécurisent le pays. Oui, mais les autorités doivent aussi prendre leurs responsabilités à main. Les pays où la création d'emplois est inexistante, l'encadrement de la jeunesse, n'en parlons pas. Jeunesse, donc certains jeunes se décident de créer leur propre entreprise, mais à la fin, vous allez constater que les taxes seront supérieures à vos revenus. Pourtant, les chefs dans leur bureau sont là en train de bouffer sans rien faire. Ministre au lieu afanye bile kubakuluna andiye kubale ba traître benye bikona tout l'été à vita. Le président, le garant de la nation, c'est quoi son travail? Depuis 6 ans, il est au pouvoir. Qu'avons-nous profité de son mandat au Nord Kivu? Le président est le premier responsable de cette insécurité. Il faut exécuter les Kuluna. C'est mieux de commencer par ce qui dérange le pays. Dieu Meda Longiringa qui dit ceci, exécuter ces genres d'individus, c'est une solution. Il y a Balou Bivo Valérie qui dit ceci, pas d'emploi, chômage total, exposition de la drogue à la jeunesse, ils vont nous tuer tous. Alors il y a Placide Toula qui a donné un long commentaire, je vais essayer de revenir sur ça après. Mais il y a aussi Dani Safar qui dit ceci, qu'on les extermine tous. Et d'ailleurs, publiquement, ça peut être mieux. Benjamin Kalioto qui dit ceci, l'application de la peine de mort, c'est une opportunité pour la RDC de se débarrasser des déchets humains afin de rendre la RDC saine et de rendre saine la société congolaise. Pascal qui dit ceci, c'est bien. Kambale Mouissa qui dit ceci, c'est très bien. Il y a aussi un long commentaire. Alors, comment commentez-vous, monsieur Yannick, ces commentaires? Il y a ceux-là qui souhaiteraient qu'on commence par ceux-là qui sécurisent le pays. Et il a parlé de ceux-là qui... donc, il a parlé des chômages, plutôt du chômage, et qui frappe la jeunesse. Et pour ceux-là qui veulent même créer des petites entreprises, ils sont asphyxiés par des taxes. Et donc, normalement, l'État même expose la jeunesse à ces phénomènes-là, Kuluna. Allô, monsieur Yannick? Ah oui, en tout cas, merci pour cette occasion encore nous accorder, très cher Fiston Mouindo. Bon, avant de donner toutes les réponses à ces questions nous posées par les auditeurs, laisse-moi d'abord fixer que l'IDPS ne s'est pas encore prononcé par rapport à la déclaration du ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba. Sûrement qu'il y a une commission urgente qui est en train de travailler sur cette question au niveau du Bureau national de l'IDPS. Mais n'empêche que comme acteurs politiques, jeunes Congolais, nous puissions quand même donner un point de vue en attendant que notre parti puisse se prononcer par rapport à cette question. Je vais vous dire que notre pays, la République démocratique du Congo, n'est pas un pays abolitionniste de la peine de mort. Nous sommes un pays rétentionniste. C'est-à-dire, nous soutenons la peine de mort, mais cette peine de mort avait connu un moratoire qui a été signé depuis 2000 ans. Et c'est suspendu. Qui pouvait mettre terme à l'exécution d'abord depuis un certain moment. Mais je veux vous rappeler ici qu'il n'y a pas quelque temps, soit l'année passée, qu'il y a eu levé de ce moratoire par rapport à l'exécution de la peine de mort. Alors moi, en soi, personnellement, comme humanitaire, acteur politique, je n'ai jamais été pour cette exécution, mais la loi, même si elle peut être dure, elle reste la loi. Parce que j'ai comme impression que ces jeunes gens-là malfrats qui mettent terme aux vies des gens à tout moment avec facilité, ils méritent quand même aussi des sanctions sévères. Parce que allez-y comprendre que même la Bible les dit, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ces gens-là nous ont fait perdre beaucoup de citoyens qui pouvaient
produire beaucoup de choses pour ce pays. Mais ces gens-là, avec facilité, ils mettent terme à leur vie. Je vais vous dire aussi que le Congo n'est pas le seul pays rétentionnistes. Parce qu'aujourd'hui, au monde, dans les top 5 des pays qui exécutent la peine de mort, il y a même les États-Unis, il y a l'Iran, il y a la Chine, il y a même la Somalie. Tant de pays qui exécutent la peine de mort. Et je veux vous dire que 74% des exécutions de peine de mort en 2023, c'était en Iran. Voilà. Dire qu'il y a de ces pays-là qui exécutent, même en Chine. Il y a ce qui vous témoignent que vous pouvez passer et rencontrer en Chine des personnes sans jambes, parce que c'est la rigueur de la loi qui les a coupé les jambes les doigts et ils sont là comme référence pour les autres citoyens chinois qui peuvent voir cette personne et se dire que non, je ne peux pas faire ça pour ne pas tomber sur les mêmes sorts. Sur toutes ces questions, très cher fiston, nous devons rappeler ici aux auditeurs que depuis que l'IDPS a accédé au pouvoir, il y a eu quand même création d'abord ici dans la ville de Goma, chose qui n'existait pas, de la structure guichet unique. Guichet unique a été ici, c'était une façon de faciliter à la jeunesse congolaise de se créer des entreprises dans les formes entrepreneuriales. Vous allez être sûr avec moi que partout là où le chef de l'État est en train de sillonner, il est toujours en train de demander à la jeunesse de créer. Sûrement qu'il y a encore d'autres problèmes que nous devons réajuster. Je vais vous donner un exemple, moi qui ai passé un petit moment en Tanzanie. Vous savez, en Tanzanie, dans toutes les fêtes publiques, la Tanzanie ne consomme plus les histoires Coca-Cola, ne consomme plus les histoires Fanta. La Tanzanie est en train de consommer la production locale. Pourquoi la production locale? C'est pour faciliter l'économie des jeunes Tanzaniens qui s'investissent dans un domaine ou un autre, voilà. C'est presque la même chose actuellement chez nous au Congo. Regarde un peu autant de structures qui ont été créées par le ministère de l'entrepreneuriat avant qu'il ne soit annexé là où il est annexé aujourd'hui. Ce ministère a créé autant de structures capables d'accompagner les jeunes dans la création des structures entrepreneuriales, des entreprises, des sociétés, voilà aujourd'hui. Au moins, pas mal de Congolais ont eu accès, grâce à l'ARSP, les histoires ici qui traitent la sous-traitance. L'ARSP aussi a facilité beaucoup de Congolais dans le secteur privé. Pour dire que... Parlant des taxes, c'est une réalité à Goma. Vous ouvrez juste une petite boutique et le même jour que vous avez ouvert la boutique, vous verrez des services sillonnés et vous demandez de la taxe. Vous pensez que le guichet unique a résolu ce problème, mais pourtant, c'est même envoie les gens pour aller, si on peut utiliser le mot bizarrement, quémander ou demander la taxe auprès de la population. Vous savez, nous avons aussi un problème des informations, parce qu'attention avec tous ces agents de terrain que vous voyez ici. Ce sont des mendiants. Parfois, ils font sur terrain les histoires que même l'État lui-même ne connaît pas. Pourquoi ne pas les sanctionner? Sur terrain, les histoires même que les services qui les ont mandatés. Il est question que nous, d'abord, population, lorsque vous créez, cherchez à être en contact permanent avec les structures auxquelles vous devez payer vos frais, auquel vous devez payer vos taxes. Il y a quelqu'un qui crée une structure. Prenons le cas, quelqu'un qui crée une société, soit un commerce général. Attention, les conditions ne sont pas les mêmes avec celui qui a créé un établissement. Il y a aussi un problème de vulgariser aussi nos lois pour que les populations, les créateurs des entreprises puissent les comprendre à un certain moment. Nous avons aussi un sérieux problème à ce niveau-là. Parce que au-delà de tout ça, quand vous créez une structure, que ce soit une association, que ce soit une société, que ce soit des établissements, il y a quand même une législation à la matière. Et avant d'en créer, vous devez avoir une maîtrise parfaite de cette législation et chercher à avoir des orientations auprès des gens qui s'y connaissent. Je vais te donner un exemple. Il y a un ami qui a créé une imprimerie il n'y a pas quelque temps ici à Goma. J'étais là-bas, il y a un agent de l'État, du ministère de l'économie qui était passé.
Mais à un certain moment, lorsqu'on l'a questionné, tous on a compris que c'est juste un vagabond sur terrain qui ne sait pas dans quoi il est. Mais comme il a vu qu'il y a une nouvelle structure créée, il est passé par là pour chercher comment rançonner. Malheureusement pour lui, il nous a rencontrés là-bas. Et l'initiateur même de ce projet, c'est un monsieur. Voilà comment ça s'est passé. Voilà, merci beaucoup Yannick Mukendi. Nous sommes toujours avec vous, mais tout d'abord, nous allons vous demander de rester avec nous. On va tout d'abord proposer à nos auditeurs des communiqués publicités, quelques communiqués publicités, et après 2 minutes, nous allons revenir pour la suite de l'antenne. Restez avec nous, monsieur Yannick. Merci beaucoup, très cher journaliste. Et voilà, nous sommes derrière dans les studios. On était en train de lire les commentaires des auditeurs. Il y a par exemple Placide Les Braves qui a dit ceci: dans notre pays, la RDC juste là, nous n'avons pas encore un politicien qui a la carrure d'exécuter au vrai sens du mot la peine de mort. Il n'existe pas tant que nous serons enclavés des textes internationaux ratifiés. Ça, c'est de un. Des deux, que monsieur Constant Mutamba cesse de jouer au populisme en trompant les gens sur l'exécution de la peine de mort, car il en est capable et il n'en sera jamais. Lui et Fathi sont des genres de dirigeants qui ne s'assument pas. Ils se courbent trop aux injonctions externes provenant de la communauté internationale, c'est-à-dire les USA et l'Union européenne. Partant de l'exécution de la peine de mort sur les Kuluna, je dirais que M. Constant Mutamba est juste un stratège. Il sait qu'il n'a aucune capacité d'exécuter les Kuluna, mais quand même, il essaie premièrement de les séparer de leur famille en faisant croire à ces dernières, donc des familles, une façon de laisser un vide dans les proches de ces Kuluna. En plus de cela, M. Mutamba a, au travers son populisme, faisant croire à l'opinion qu'il parte exécuter les Kuluna capés, dont la terreur dans les esprits de ces peu de Kuluna qui vont rester, car dans les idées, en restant là, ils auront l'unique choix de laisser cet incivisme et dont ils ne voient plus, donc considéré comme mort. C'est à ce point que j'ai dit qu'il est un stratège, mais dire que les Kuluna seront exécutés là, c'est faux et archi faux. Troisièmement, la présence des Kuluna à un nombre exagéré est un sens des régimes qui n'a aucune politique d'encadrement de la jeunesse, un régime sans vision qui ne fait que recourir à la répression dans le but de cacher ses incompétences et échecs. En dernier, si Constant Mutamba est réellement ministre de la Justice au service du peuple congolais et non au service de Félix, il applique la peine de mort sur ces détourneurs. Il y a aussi Nas Kasereka Kitambale qui a dit ceci: selon moi, l'exécution n'est pas la bonne manière de mettre fin à ce phénomène. À mon avis, étudier les causes profondes de la persistance de ce phénomène dans les villes du pays. Ce qu'il faut aussi retenir dans tout ça, c'est la dégradation des conditions sociales des populations qui est à la base de cette problématique. Il y a du chômage, insécurité, inégalité sociale. Pour parvenir à une solution adéquate et durable, je proposerai que des centres de rééducation soient multipliés sur l'ensemble du territoire national, à l'instar de Kanyama-KCC, de créer un environnement favorable à la création de l'emploi. Monsieur Yannick Mouké, ses commentaires, il est capable de le faire. Il doit commencer par les détourneurs des deniers publics. Également, l'autre qui a pensé qu'on puisse créer des centres de rééducation pour les délinquants, comme les centres de Nyama-KCC. Doit aussi, il y a ceux-là qui pensaient aussi, par exemple, on a vu les cyclismes commencer en RDC, les gens ont vu au cyclisme, mais ça a disparu.
le sport n'est pas aussi soutenu pour certains. Je pense qu'il y a beaucoup de disciplines où la jeunesse se retrouve et que si on soutenait ces genres d'activités comme l'athlétisme, les gens pourront oublier le banditisme. Comment pensez-vous, comment commentez-vous? Très cher Fiston Mouindo, je dois d'abord préciser ici que, comme je l'ai dit dès le début de notre émission, que la République démocratique du Congo, notre pays, n'est pas un pays abolitionniste de la peine de mort. Nous devons rappeler ici aux auditeurs et à tous les intervenants que vers 1948, lorsqu'il y a eu ratification, il s'était dégagé des grandes tendances au monde parce qu'il y a eu les abolitionnistes et il y a eu aussi les rétentionnistes. Et notre pays, la République démocratique du Congo, au-delà d'être coincé par les instruments internationaux, notamment cette charte-là universelle des droits de l'homme, qui régit toutes les nations du monde, il est vrai qu'à un certain moment, ce sont des histoires qui semblent un peu empêcher l'État congolais à faire cette exécution-là de la peine de mort. Parce que vous êtes d'accord avec moi ici que la constitution même de la République démocratique du Congo, qui est entrée en vigueur depuis le 18 février 2006, cette constitution consacre ou sacralise la vie humaine. Ça consacre la sacralité de la vie humaine. Sûrement que nous sommes un État, comme je le viens encore de le dire, un État rétentionniste de la peine de mort. Il y avait juste un moratoire qui suspendait l'exécution de cette peine de mort-là. Mais aujourd'hui, sûrement qu'il y a beaucoup de réformes que nous devons faire pour arriver à être un pays qui peut exécuter sous bassement interne, qui semble un peu nous bloquer. Mais je suis sûr qu'il y a eu levé de ce moratoire depuis l'année passée pour passer maintenant à l'exécution de la peine de mort. Vous pensez que ça sera exécuté? 2018 d'ailleurs, s'il faut le dire, avant que le président puisse quitter le pouvoir, il y a eu pas moins de 240 personnes ici en 2023. Il y a eu quelques autres, disons en 2024. On a eu à condamner encore d'autres personnes à mort ou soit à l'exécution capitale. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas un pays abolitionniste, nous sommes un pays rétentionniste, mais au-delà de tout ça, nous devons ici rappeler aussi que l'État congolais, tel qu'hérité par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'État actuel, il y a une nette différence. Parce que je veux vous dire ici que c'est la toute première fois qu'il y a eu construction de certains stades au niveau de la capitale pour faciliter toujours à l'encadrement de cette jeunesse. Que ce soit à Goma dans différents projets. Il y a aussi les plans de construction de stades. Et partout en République démocratique du Congo, vous allez comprendre qu'il y a des stades en voie de construction justement pour l'encadrement de cette jeunesse. À Goma, on est en train aussi de vendre aussi certains espaces libres et des stades comme il y avait des tentatives de vendre les stades de Keshero. Voilà tout ce que nous sommes en train de condamner et déplorer. Raison pour laquelle nous sommes en train d'appeler à tout moment à la population congolaise, au peuple congolais, aux mouvements citoyens, aux acteurs politiques, tous nous liguer ensemble pour revendiquer certaines choses comme ça. Il est sûr qu'ici à Goma aujourd'hui, il y a même des espaces de l'État qui sont vendus à ciel ouvert comme ça. Tous on est là, nous sommes en train d'assister comment les gens sont en train de... Monsieur Yannick, et c'est ça aussi la revendication de Itula qui veut qu'on commence par les détourneurs, des gens qui gèrent mal le pays, c'est là Itula. Vous savez, notre pays a été géré mal depuis son accession à l'indépendance jusqu'à nos jours aujourd'hui. Et ces gens-là qui ont mal géré sont connus. C'est une gestion psychiatrice, c'est une gestion réparatrice. Les gens doivent comprendre que nous sommes en train de réparer, même si nous avons hérité. Mais pourquoi alors? Mais c'est ça le problème, Yannick. On s'attaque aux victimes et on laisse les bourreaux. Non. Ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut comprendre cette donne. Je vais vous donner peut-être un exemple ici. Allez-y, vous qui êtes journaliste, chercheur, investigateur.
au niveau de l'Office national des cafés. L'Office national des cafés va vous montrer combien de ces parcelles qui ont été vendues avant même 2017, avant 2015, 2016, ils ont vendu. Nous, population. Mais ces gens-là sont connus, monsieur Yannick. Que faisons-nous? Sûrement que les gens sont connus, mais vous devez comprendre. Et l'État connaît ces gens. Permettez un peu, ce sont des ventes qui s'effacent de manière procédurale. Tu vas trouver quelqu'un qui a été directeur à un certain moment de l'entreprise. Il s'est fait entourer de certains textes qui lui permettent de le faire et ils ont fait ça. Mais nous devons passer à cette opération. C'est comme ce qui se passe à Bukavu. Vous êtes d'accord avec moi? Après le passage du ministre des Affaires humanitaires à Bukavu, ils ont identifié pas moins de 40 parcelles qui reviennent au ministère à ces ministères-là, et on est en train de faire sortir ces gens-là calmement. C'est comme ceux qui disent que tu construis chez autrui, tu construis pour autrui. Tous ceux qui ont construit sur les parcelles de l'État, que ce soit ici à Goma, que ce soit partout en République démocratique du Congo, ils doivent comprendre que les revenus, parce que nous allons revendiquer. Laisse-moi d'abord vous annoncer qu'au niveau du poste ici chez nous à Goma, c'est un espace déjà vendu. Mais la jeunesse de l'IDPS est en train de s'organiser pour voir comment faire des grandes manifestations pour que celui qui avait vendu et celui qui a acheté doivent comprendre que les biens de l'État, c'est pour l'État et pas les individus qui les vendent. Voilà ce que nous sommes en train de faire. On n'est pas en train de croiser les bras. Il a parlé aussi des tourneurs des deniers publics. Vous pensez que ce phénomène-là a cessé même à Kinshasa? Bon, vous savez, l'œuvre éducative a toujours été, disons, permanente. C'est-à-dire, au Congo, pour beaucoup plus toucher cette question-là de détournement, ça trouve d'abord son origine dans la question des alliances et coalitions politiques. Parce que les gens doivent comprendre qu'au Congo, l'histoire démontre qu'il n'y a aucun parti qui peut remporter à lui seul 250 plus 1 pour imposer sa politique et imposer une nouvelle feuille de route de gestion. Mais lorsqu'on est en coalition, il y a des conditions. Au-delà de ces conditions, il y a aussi même des protections qui se font. Alors, ici, nous sommes en train juste d'appeler à notre population de savoir aussi faire les choix. Vous savez, les détourneurs sont là, sûrement. Mais comment ils se gèrent ces grands ministères? Il y a quand même certaines différences que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je l'ai dit et je l'ai dit encore, Paris ne se peut pas construire en un seul jour. Ça va aujourd'hui. Sûrement que nous sommes dans ces grands colères-là d'affrontement. Mais nous pouvons déjà donner un commentaire d'espoir. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Voilà, on va lire quelques commentaires restants. Il y a Amina Jean-Paul Bourikoujicho qui dit ceci, ça traîne vraiment l'idée. Tiens, Robibi qui dit ceci, manquement de travail dans notre pays, la RDC. On est revenu sur ça. Il y a Patience Adik Safar qui dit ceci, quand le gouvernement n'est pas capable de créer l'emploi pour les jeunes, voilà les conséquences qui s'en suivent en réalité. Marc Zigachane qui dit ceci, oui, c'est une belle initiative, mais ils ignorent que le Kuluna Invest existe et font déstabiliser l'ordre public. Il faudrait commencer d'abord par ceux Invest. Il y a Emery Baloukou Biamungu Kayumbu qui dit ceci, nous saluons cette décision du ministre de la Justice, mais nous sollicitons que cette mesure soit sur toute l'étendue de la RDC. Alors, vous êtes de revenir sur beaucoup de votre dernier mot tout en revenant sur les commentaires donnés par nos auditeurs. Bon, je vais vous parler peut-être de l'Amnesty International. Essayez un peu de consulter ces sites-là depuis ces publications de 2023. C'est comme je l'ai dit, le Congo n'est pas le seul pays rétentionnistes. Il y a plusieurs pays rétentionnistes de la peine de mort au monde. Et dans les top 5 de ces pays, le Congo ne figure pas parce que depuis l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui en 2025, déjà 25 ans que le Congo n'a exécuté aucun de ses citoyens. Alors, ce que nous devons comprendre ici est que les droits de l'homme et la charte universelle des droits de l'homme
consacre la sacralité de la vie humaine, de même que notre Constitution. Mais l'application de la peine de mort tant voulue, parce que vous allez voir que 98% des intervenants de notre émission sont pour l'exécution de cette peine-là de mort. Et je suis de ceux qui pensent que la loi est faite, c'est pour le peuple. Et lorsque la généralité de ce peuple semble pencher vers cet aspect-là rétentionniste ou l'exécution de la peine de mort, en tout cas en soi, je le soutiens. Si ça peut apporter solution par rapport à ces cas de banditisme urbain, à ces cas de Koulouna, au cas de haute trahison. Au niveau des ministres, nous sommes en train de voir qu'il y a une différence, laisse-moi le dire. À l'époque, il y a eu de grands montants détournés et personne ne pouvait en savoir ou personne ne pouvait le dire tout comme ça. Mais les tourneurs sont dénoncés et parfois sont appelés dans des procédures judiciaires. Et vous avez tous suivi l'actuel ministre de la Justice qui a parlé de la création des parquets financiers. Et nous sommes sûrs qu'avec cette lancée-là, dans peu de temps, en tout cas, nous allons vivre un pays émergent. L'obligation, et nous le faisons déjà, de réimaginer l'éducation de la jeunesse congolaise. Et ça, nous sommes en train de le faire. Raison pour laquelle vous allez voir que dans ce gouvernement, il y a eu même un ministère qu'on a ajouté quelque chose qui va vers le changement de mentalité. Il y a eu beaucoup d'innovations. Quand vous voyez même le ministère des Sports, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le ministère des Sports, c'est un ministère des Sports, mais il y a aussi la nouvelle citoyenneté. Pour dire qu'il y a une forme d'éducation qui s'est ajoutée, comme a été la proposition de l'un de nos auditeurs, dire que non, les histoires comme Kanyamakassé devraient s'étendre sur l'ensemble du territoire national. C'est parmi même les propositions pour ceux qui avaient suivi les discours sur l'état de la nation du chef de l'État. Il a donné toutes ces propositions et nous estimons que dans les jours à venir, c'est quelque chose qui va commencer à se réaliser. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de voir que le Congo, en général la République démocratique du Congo, est devenu comme un chantier parce que chaque jour, lorsqu'on se réveille, il y a des inaugurations presque partout. Et ça, quand même, comme Pépé, votre dernière intervention. Mais dans l'entretemps, nous félicitons, saluons, accompagnons et appelons toute la population congolaise à accompagner nos Wazalendo, à accompagner nos forces armées par rapport à cette fierté et cette prouesse qu'ils sont en train de manifester sur terrain depuis un moment donné. Voilà un peu notre message, très cher Fiston Mouhindo. Merci à vous, Yannick Mukendi. Je rappelle bien que vous êtes le premier vice-président de la Ligue des jeunes. C'est nous qui vous